Merci d'être au rendez-vous de la cinquième de Seul Ensemble. Nous sommes à Kigali, au pays des mille collines, et c'est un pays qui a su savamment gérer cette pandémie. Aujourd'hui, nous avons le plaisir, l'honneur même de recevoir le docteur Sabin Nsanzimana, qui est le directeur général du Rwanda Biomedical Center. Il est notre invité, nous allons le chercher. Vous voyez, tout est ouvert, on peut y aller. Bonjour Sabin. Bonjour Arnaud. Vous allez bien? Très bien, merci. Alors la question que tout le monde se pose, moi et toutes celles et tous ceux qui nous regardent, c'est vraiment, mais sincèrement, hein, comment vous allez après autant de mois, autant de nuits et de jours, loin de vos familles, loin de vos loisirs, dédiés à l'élimination du Covid au Rwanda? Vous personnellement d'abord, et puis vos équipes ensuite. En fait, le temps passe très vite. De toute façon, on ne compte même pas les jours. Parce que chaque jour, il y a une mission, il y a un travail qu'il faut accomplir. Si je pense que on est parti du mois de mars, qu'on est au mois de novembre, j'imagine comment ça s'est passé si vite. Personnellement, je me sens bien, j'ai toutes mes forces. C'est grâce à quoi que vous avez toutes vos forces dans une période de crise qui vous regarde en premier chef? En fait, je pense que c'est difficile à expliquer parce que quand on pense qu'on a une responsabilité, qu'on n'a pas le droit d'être faible, qu'on doit être fort pour donner la force aux autres, quand on est devant toute une équipe qui a besoin d'une motivation, on doit être motivé, on doit épuiser sur des réserves d'énergie que Dieu nous a données, que nous avons quelque part. C'est peut-être une combinaison, une chose qu'on ne peut pas expliquer. Dans des conditions difficiles, dans des crises, on a deux choix. Soit être côté, tu te reposes et les autres vont faire ce qu'il faut faire, soit tu vas de l'autre côté, tu fais les actions nécessaires pour passer à une étape. Tu es en première ligne de front. Alors, le Covid est mondial, hein, c'est une pandémie mondiale, c'est pourquoi il est parti de l'appellation épidémie à pandémie. Pandémie, c'est vraiment mondial. Alors, quelle a été la particularité du Rwanda, aussi bien dans la réception malheureuse du Covid qui est rentré par l'étranger, via d'ailleurs, je crois, l'aéroport les frontières. Ouais. Et qu'est-ce qui a été la particularité dans votre manière de tenter de juguler cette crise? Quelle a été la touche rwandaise? Je sais que les recommandations viennent de l'Organisation mondiale de la santé, de l'OMS, mais chaque pays a ses spécificités. Absolument. Alors, les vôtres, c'était lesquelles? Les nôtres, c'était d'adapter très rapidement ce qu'on voit qui ne marche pas ou ce qui marche, qu'il faut l'intégrer dans des actions qu'on avait. Comme vous le dites, en fait, est-ce que l'OMS recommande au pays et ce que les pays implémentent? C'est deux choses souvent différentes. Le Rwanda a eu peut-être un temps d'exercice, d'application d'autres stratégies similaires avec l'épidémie d'Ebola qui était dans la sous-région. On avait déjà 2 ou 3 années en train de protéger nos frontières contre l'arrivée du virus, de la maladie à virus Ebola, juste à quelques mètres de notre frontière. Si vous vous rappelez bien, au mois de novembre, août jusqu'au mois de novembre 2019. On avait des cas d'Ebola à 2 villes frontalières avec le Rwanda, au nord et sud Kivu. Et moi-même, j'ai été au sud Kivu juste un mois après ma nomination dans les fonctions que j'occupe maintenant, pour un virus qui n'était pas aussi grave, je dirais, avec le virus qui n'était pas encore, en tout cas, sur le sol rwandais. Ah oui, absolument. Et on se préparait en fonction. Et le Covid est venu au moment où nos troupes, nos équipes étaient déjà en action contre un virus qui était derrière nos frontières.
Et il y a un autre virus qui est entré au Rwanda et on a dû se partager, continuer ce qu'on faisait avant et aussi attaquer le virus qui deviendra plus tard une pandémie. Et actuellement, on continue la lutte. La touche rwandaise, en bref, c'était une combinaison, une synergie, un travail d'équipe depuis le haut commandement du pays, au leadership, jusqu'aux agents de santé communautaire. Je ne peux pas compter combien de fois j'ai été dans des réunions où la santé, la défense, l'agriculture, l'économie, tout le monde formait une équipe. Et puis, il y a aussi l'aspect, je dirais, confiance entre la communauté, entre la science et entre aussi le leadership. Oui. Et pour moi, en tant que scientifique, en tant que médecin et en tant que personne qui a une fonction dans le gouvernement, c'est très important d'avoir le triangle entre communauté, politique, leadership et puis les scientifiques. Ce triangle, quand ça marche bien, tout peut marcher. Quand ça ne marche pas, qu'il y a un élément de ce triangle qui ne marche pas, c'est difficile d'avoir des résultats. Et pour le Rwanda, ça a été très facile. Très facile. La communauté, écouter la science, le leadership, écouter la science et la communauté. Et ça formait une cohésion, une machine qui roule. Le fameux triangle qui jusque-là, nous amène à certains résultats. On n'est pas encore là où on est parce que le virus est toujours là. J'espère qu'avec cette stratégie, avec cette adaptation, avec par exemple tout ce qu'on avait besoin comme instrument, comme matériel de labo, comme recherche scientifique, le leadership nous disait « dites-nous ce que vous voulez ». Et la communauté nous demandait « qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse pour stopper ce virus ?» Et ce triangle-là, pour moi, c'est important de le maintenir. Ça sera applicable pour le Covid-19 et aussi pour d'autres pandémies ou d'autres virus qui vont venir. J'espère qu'il n'y en aura pas d'autres, mais je n'ai pas d'évidence qu'il n'y en aura pas. Vous avez raison de ne pas avoir d'évidence parce que ce qui se passe en ce moment, il y a une résurgence de ce virus dans les pays occidentaux, peut-être à cause du froid. En tout cas, la Suisse est un des pays qui se porte le plus mal sur le plan de cette pandémie. Et je voudrais vous inviter, docteur, et toutes celles et tous ceux qui nous regardent, à nous rendre à Lausanne où nous attend, est en duplex en tout cas, un médecin, elle est psychothérapeute. C'est une amie du Rwanda aussi, donc, raison pour laquelle nous l'avons choisi parmi toute une pléiade de psychothérapeutes. C'est le docteur Saskia von Overbeck qui est à Lausanne en ce moment. Bonjour, docteur. Quelle est la situation chez vous? Et dites-nous, sur un plan beaucoup plus général, au-delà de la Suisse, du Rwanda, dans le monde, qu'est-ce que cette pandémie aura bougé dans nos petites cervelles, dans nos cerveaux? Qu'est-ce que cette pandémie aura eu comme conséquence sur la psychologie de l'être humain sur cette planète, docteur Saskia? Merci pour votre question. Je dirais que sur le fond, je pense que nous savons tous que nous ne sommes pas à l'abri d'une pandémie, que nous ne l'avons jamais été. Mais aujourd'hui, on dirait que c'est une pandémie qui touche plutôt le monde plus riche, le monde plus aisé, le monde plus privilégié, et que probablement ce monde-là n'est pas tout à fait prêt à accueillir cette réalité. Et peut-être que dans le monde plus privilégié, la santé est devenue pratiquement un dû, l'aide sociale est devenue un dû, et que c'est assez difficile de se rendre compte que même dans ce monde-là, il y a des limites, il y a des vulnérabilités, et il y a la réalité d'une pandémie qui vient nous mettre un peu tous à égalité. Et c'est vrai que dans ce sens-là, probablement que nous avons à changer nos perspectives, ou en tout cas à les réajuster, et peut-être d'une part à apprécier les privilèges que nous avons ou que nous avons eus jusque-là,
mais peut-être aussi à apprendre mieux une certaine solidarité, une manière d'aborder l'adversité, une situation difficile pour tous. Et peut-être ce qu'on voit alors chez nous, dans ce monde plus riche, c'est des questions cruciales qui se posent. Est-ce qu'on privilégie la santé ou on privilégie l'économie? Est-ce qu'on va aider les plus vulnérables ou est-ce qu'on va aider les plus prometteurs, porteurs de l'économie? Et dans ce sens-là aussi, est-ce qu'il s'agit de favoriser la liberté individuelle ou plutôt la collectivité? Et je crois que oui, dans ce sens-là, il y a un certain nombre de questions qui se posent. Nous voulons toujours à Impact Info, en tout cas, voir ce qu'il y a de positif, même dans les malheurs. Même dans une pandémie mondiale, nous essayons autant que nous pouvons d'en tirer le bon. En tout cas, il y a des familles où les parents ont dit qu'ils voyaient plus leurs enfants, les époux qui voient leurs épouses et vice-versa. Donc, il y en a quand même qui ont aimé cette période de pandémie, aussi curieux, aussi bizarre pour certains que cela puisse paraître. Alors, dites-nous, docteur, vous êtes psychologue, je vous l'ai dit au début. Qu'est-ce qui, selon vous, nous restera de bien? Qu'est-ce que le Covid, une fois qu'il sera passé, nous restera de bien? Qu'est-ce qui aura changé de positif dans nos vies, d'après vous? Bien, peut-être que pour apprécier ce que nous gagnons déjà maintenant et ce que nous gagnerons après cette pandémie, je pense qu'il faut ne pas avoir été touché trop durement par elle, ni sur le plan de la santé, ni sur le plan de sa vie sociale et professionnelle. Mais effectivement, dans ce que nous gagnons déjà maintenant, beaucoup de personnes évoquent d'avoir redécouvert des plaisirs plus simples, une vie peut-être plus détendue, des repas à la maison, moins de stress. Et en effet, un certain nombre d'éléments de nos modes de vie qui tout à coup, auxquels on a dû renoncer tout à coup, on s'est aperçu qu'ils finalement, ils n'étaient pas si indispensables et qu'on pouvait vivre sans. Et ça, c'était plutôt une découverte agréable. Ce qu'on a aussi remarqué au niveau mondial, c'est un grand changement au niveau de la pollution. Et vous avez peut-être aussi vu certains paysages qui disparaissaient sous des nuages de pollution réapparaissaient dans toute leur splendeur. Certains animaux se sont redéveloppés dans certaines régions. Donc ça, c'est vraiment un message pour notre monde, que des changements peuvent se faire relativement rapidement en changeant quelques habitudes de vie. Alors c'est vrai que l'espoir pour l'avenir, c'est de se dire que peut-être cette pandémie nous permettra de revoir certaines de nos valeurs, de revoir certains de nos investissements, de nos plaisirs de vie, et peut-être aussi vont nous pousser vers plus de solidarité les uns avec les autres. Merci donc au docteur Saskia qui nous parlait de Lausanne. Docteur Sabin, vous êtes sportif, cela se voit, ça se voit, et vous avez votre manière à vous, personnelle, de gérer le stress, de gérer les énervements, ça ne peut pas manquer. Hein. Et vous avez de grosses équipes dans tout le ministère de la Santé, dirigé par le docteur Daniel Ngamije. Qu'est-ce qui a été, à votre avis, pour tous les agents du ministère, pour tout le corps soignant, comment dire, la bouée de sauvetage pour que les gens ne deviennent pas fous, parce qu'à un certain moment, il y a eu une forte augmentation des tests par jour. Ouais. Vous étiez à plusieurs milliers, en tout cas par jour, vous êtes arrivé à ce point-là, et il y a eu de grosses fatigues en laboratoire, sur les terrains. Qu'est-ce que vous avez mis en place pour que les équipes tiennent et continuent à faire ce travail? Oui, ça c'était vraiment l'une des choses importantes, comme on dit dans chaque bataille, dans l'armée, il faut motiver les troupes, il faut garder le moral des troupes. Au début, c'était même très difficile, même si on testait très peu de personnes, même si on évacuait 1 ou 2 personnes. Mais il y avait aussi une certaine panique, un stress qui se développait parce que les gens ne savaient pas exactement ce qu'il faut faire. La science n'était pas aussi disponible, même au niveau mondial. Mais aussi, il fallait
mettre tout le monde à l'aise, communauté, les politiciens, d'autres intervenants. C'était pour moi la période où il a fallu être très près de l'équipe pour dire, nous on est là, on est responsable, il faut qu'on passe à l'action, il faut qu'on informe tout le monde, il faut qu'on communique à la population. Mais il fallait aussi continuer parce que ça a duré des mois, ça a pris des mois et chaque jour la demande ne cessait d'augmenter et la pression était très grande, surtout au niveau laboratoire, surtout au niveau des centres de traitement. On ouvrait les centres de traitement chaque jour. Il fallait évacuer, il y a la population qui appelle, il y a quelqu'un, peut-être je suspecte les symptômes de quelqu'un dans la communauté. Et gérer ce stress, non pas le stress de l'équipe, mais le stress des personnes conservées, des personnes qui sont dans des maisons, dans des communautés. C'était pour moi la phase la plus importante. On a dû être à côté de l'équipe, donner du temps de repos à l'équipe, même s'il n'avait pas assez de personnel déjà. Mais quand même, il fallait aussi créer de nouvelles équipes. On a très peu d'épidémiologistes au Rwanda, on a très peu de médecins, très peu de scientifiques de labo qui vont tester l'ADN et l'ARN. Au début, je me rappelle, j'étais à 6 personnes seulement dans tout le pays qui pouvaient tester le Covid. Et on a dû former d'autres et ce n'était pas immédiat. L'une des 6 personnes qui étaient au laboratoire devrait être toujours avec l'équipe pour valider et s'assurer que la qualité du test est maintenue à très haut niveau. Mais quand même, il fallait qu'il se repose pour travailler le jour suivant ou le jour d'après. C'est le balance du travail et le balance de la vie des personnes. Ça a été un exercice important. Et il a fallu prendre des décisions de dire, par exemple, un dimanche, on ferme tout le labo, on fait la décontamination, parce que ça fait partie du protocole. Et ce jour-là, on avait 6000 échantillons qu'il fallait tester et donner les résultats le lundi, le jour suivant. J'ai dû discuter avec l'équipe. On ferme le labo ou on teste toute la nuit et on a pris une décision intermédiaire. Une partie de l'équipe reste et on ferme la moitié de la journée et on décontamine. Ce balance, ces détails, c'était peut-être ce qui nous prenait beaucoup plus de temps. Les 3 premiers mois, c'était pas difficile de motiver l'équipe parce que c'était la pression, tout le monde venait, il y a même ceux qui disaient je peux aider. Le pays est attaqué, je viens pour aider. Mais aider quoi? Si tu ne peux pas manipuler les tests au labo, tu pouvais peut-être aider à annoncer le résultat aux personnes qui attendent. Et c'est là où certaines activités comme le sport interviennent. Un temps de méditation, un temps de sortir un peu, respirer en dehors du labo, en dehors des appels téléphoniques. C'était nécessaire. Et ça nous a aidés. Les jours ont passé et l'équipe a grandi. On a eu l'équipe des étudiants en médecine, des étudiants en sciences de laboratoire, en sciences infirmières de l'Université du Rwanda. Ils sont tous appelés, on les a transformés en médecins, on les a transformés en laborantins avec des formations rapides et ils ont formé des petites équipes sous le leadership des expérimentés, des personnes expérimentées. Et on a dû même prendre des gens qui étaient dans les programmes, des épidémiologistes qui étaient dans les programmes, en charge de malaria, en charge de tuberculose, en charge de la santé maternelle ou des vaccinations, de venir aider dans le Covid. On a pris une centaine dans RBC, une centaine de gens qui étaient des médecins, soit des infirmiers, soit des épidémiologistes, pour intégrer les équipes conformées. On appelait ça, je me rappelle, des bataillons. Il y avait 10 bataillons et chaque bataillon avait 1 ou 2 personnes expérimentées avec ces jeunes
qui étaient recrutés parce qu'ils étaient en vacances, les universités étaient fermées. Ça, c'était un facteur qui nous a aidés. Et les bataillons se sont battus jusque-là. Nous avons appris l'expérience. On a décentralisé les capacités jusqu'au niveau maintenant des agents de santé communautaires qui gèrent les malades à domicile. Ça a été une bonne expérience. Je pense que les équipes ne sont pas fatiguées, tard que l'on pensait, mais plutôt, avec le temps, ils sont devenus plus forts, plus aguerris, plus expérimentés, plus aguerris. Maintenant, ils ont commencé à apprendre même des collègues dans d'autres pays. On a envoyé nos scientifiques dans au moins 4 pays en Afrique pour échanger ces expériences, commencer les laboratoires ou même aider dans d'autres aspects scientifiques. C'est comme ça, la pandémie, il faut travailler ensemble, ça n'a pas de frontières. Ce sont de belles synergies. Ah oui. L'actualité, ce n'est pas que le Covid dans le monde. L'actualité, ce sont ces élections présidentielles en Guinée il y a quelques jours, en Côte d'Ivoire. Et bien sûr, cette fameuse élection qui nous a tenus en haleine longtemps. Les élections présidentielles aux États-Unis, duel très très serré entre le président sortant Donald Trump et le tout nouveau Joe Biden, qui revient en tout cas après les années Obama. Il y a une forte polarisation des peuples et des Américains. Il y en a qui sont, on le voit même dans les résultats des élections. Pourquoi est-ce que les résultats entre les deux candidats sont serrés? C'est simplement parce qu'il y a une forte polarisation. Et c'est pourquoi nous avons invité avec nous aujourd'hui la journaliste Sophie Rosemont. Elle est journaliste et culturelle. Bonjour Sophie Rosemont, depuis Paris. Dites-nous, vous venez de sortir aux éditions GM le livre Black Power, voir une Française, permettez-moi l'expression blanche, qui écrit sur le Black Power, ça interroge. Dites-nous pourquoi vous vous êtes intéressé à ce que vous appelez le Black Power et vous nous direz ce que c'est pour vous le Black Power. Le regard que je porte sur la société américaine est un peu dubitatif. Là, on vient d'assister à l'élection de Joe Biden et Kamala Harris. C'est une super bonne nouvelle. Non seulement Kamala Harris est la première femme vice-présidente des États-Unis, mais elle est aussi une femme de couleur. Ce n'est pas rien. Cependant, on ne va pas basculer du American Horror Story au American Dream. Même si la société américaine, c'est aussi pour ça qu'elle nous intéresse, est tout en contraste. Elle est capable du pire comme du meilleur. Des racismes les plus systémiques aux possibilités d'exploser les plafonds de verre. Cependant, c'est une société qui a du mal à se remettre en question, qui a du mal à se retourner vers son passé, sachant que c'est un pays qui est encore relativement jeune. Et je me suis intéressée à la cause des Noirs américains tout simplement car déjà c'est une histoire qui remonte à plusieurs siècles, qui est extrêmement riche, qui est passée par beaucoup d'étapes différentes. Aussi parce que c'est une histoire qui n'est pas du tout ancrée sur le sol américain, mais sur le continent africain, d'où étaient déportés ceux qui sont devenus esclaves aux États-Unis, avant de connaître la liberté après la guerre de sécession, enfin une liberté très mesurée, étant donné qu'ils ont connu la ségrégation, et qui se sont battus tout du long, qui n'ont jamais baissé la garde, et qui ont à la fois trouvé refuge et trouvé un moyen de s'exprimer via les arts. Tout comme toutes les communautés opprimées d'ailleurs. Cette polarisation, Sophie, se déroule aussi bien aux États-Unis qu'en Europe. Et il y a une donnée particulière, c'est qu'aujourd'hui, il y a des Blancs assumés qui acceptent de se battre pour la cause des Noirs, pour l'égalité entre les humains, parce qu'il y a des Blancs qui, comme vous, considèrent que tous les humains sont égaux, tous les humains sont humains. Dites-nous, Sophie, est-ce que vous pensez que les pouvoirs publics dans les pays occidentaux peuvent l'entendre et entamer des actions politiques concrètes pour qu'il y ait une certaine réconciliation, pour que les uns se voient à côté des autres comme frères et sœurs, comme simplement humains? Est-ce que les pouvoirs publics français ont la capacité de fédérer les peuples? Ils en ont la capacité, ça c'est évident, on peut toujours quand on veut. Les outils, j'en suis moins sûre, car ils ont quand même coupé dans de nombreux budgets qui pourraient aider, donc je pense au social, je pense à l'éducation, je pense à la culture. Depuis maintenant de trop longues années, on a préféré mettre de l'argent dans des budgets qui ne servent pas forcément à
à fédérer les populations, à rassembler les gens, tout simplement. Et donc, non seulement on assiste à une mise sous tension des communautés, mais aussi à une explosion latente de certaines d'entre elles qui se sentent persécutées ou opprimées, qui le sont bien souvent. Et cette réalité est là. Donc maintenant qu'elle est exprimée, qu'elle est parfois reconnue, il serait grand temps, oui, que les pouvoirs publics s'emparent de ce sujet et qui proposent des vraies choses, qui proposent des choses à l'école, même sur le terrain périscolaire. Pour l'instant, ce n'est pas encore vraiment le cas. Il y a aussi beaucoup de non-dits, des peurs de bien faire sans doute sous couvert de bienséance, alors qu'en réalité, il s'agit juste aussi de cultiver, ou du moins de créer un dialogue. Merci à vous, Sophie Rosemont du Plex de Paris. Nous ne quittons pas Paris. Je vais revenir sur le plateau avec notre invité, le docteur Sabin Nsanzimana, épidémiologiste et directeur général du Rwanda Biomedical Center. J'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Vous aviez la tête dans le guidon, vous ne saviez pas qu'il y a des agents de santé à travers le monde qui ont entrepris des actions louables. Je vous présente dans quelques instants Samir. Samir est brancardier au CHU de Grenoble. Et qu'est-ce qu'il y fait? Il est brancardier, donc il travaille et il a la tête dans le guidon en ce moment dans cette deuxième vague de l'épidémie à Grenoble. Mais en même temps, c'est un artiste, c'est un rappeur. Il a un groupe qui s'appelle le G7N, groupe de rap de Samir, avec son jeune frère et un ami à eux. Samir, bonjour. Bonjour Arnaud. Vous êtes en direct de Grenoble. Merci d'accepter notre invitation. Parlez-nous de ce brancardier que vous êtes qui, quand il a un peu de temps, fait de la musique, du rap et s'exprime. Et le dernier clip que vous avez tourné, c'était chez vous au CHU de Grenoble. Dites-nous en quelque chose, Samir. Donc moi c'est Baloul Samir, donc je suis brancardier à l'hôpital de la Tronche à Grenoble. Ça fait 5 ans que j'exerce ce métier. Le Covid est arrivé brutalement, brusquement, donc on s'y attendait vraiment pas. L'hôpital a dû se réorganiser. J'ai eu beaucoup de collègues à moi qui ont eu peur, on a eu peur. On s'attendait vraiment pas, on savait pas ce qui allait se passer. Et du coup on a reçu beaucoup de cas de Covid qui arrivaient au jour le jour. Ça a été une situation très compliquée et du coup voilà, dans la foulée avec mon groupe on a pensé faire un son justement pour donner un peu de force et de soutien aux soignants parce qu'on sentait que c'était très très difficile pour eux et du coup on s'est organisé donc rapidement on a fait le clip et on a enregistré le morceau, fait le clip à l'hôpital de la Tronche, à la clinique mutualiste parce que mon collègue Jamel travaille à la clinique mutualiste. Et du coup, il y a eu cette énergie-là et mes collègues de l'hôpital ont joué le jeu, ils ont participé au clip. On a sorti le clip sur les réseaux, donc aujourd'hui il a fait plus de 2 millions de vues, il a été relayé sur plusieurs chaînes françaises et internationales. Et voilà, ça a été on s'y attendait vraiment pas, c'était vraiment exceptionnel et c'est exceptionnel. Et du coup, voilà, je vais vous faire un petit extrait de 20 heures pour que vous découvriez le morceau. Voilà, je vais vous chanter un peu le refrain. Voilà. Nos héros sont en blanc. Ce soir la France se souvient d'un clin du balcon. Quand la lumière s'éteint, que la lune se cache, j'enfile ma blouse blanche, direction les urgences, le monde est dans l'attente. C'est pour tous nos héros qui se tuent à la tâche. Faut que tu le saches, nos héros. Voilà, petit extrait, voilà, c'était le refrain. Donc voilà, allez voir le morceau, 20h. Voilà, grosse force aux soignants, on est ensemble. Voilà, on est en train de sortir de cette situation difficile et j'espère que ça va aller. On est ensemble, force à vous et merci Arnaud pour l'interview. Ne me remerciez pas, Samir, c'est à nous de vous remercier d'avoir pris un peu de votre temps. Je sais que vous êtes très, très occupé en cette deuxième vague de la pandémie en France et en Europe. Et merci d'avoir accepté de prendre un peu de temps pour nous. Et vous étiez donc chez vous au CHU de Grenoble, où vous êtes brancardier, je le rappelle, mais vous êtes aussi un fabuleux artiste. Merci pour ce petit extrait de votre morceau que vous venez de jouer pour nous.
Je reviens à vous, docteur Sabin Nsanzimana. C'est des belles initiatives, n'est-ce pas? Absolument. Des artistes, Ouais. des philanthropes, des gens qui aident. Est-ce que vous-même, à la tête du Rwanda Biomedical Center, vous êtes tombé sur des initiatives qui vous ont touché, qui ont révélé la part humaine de chacun pendant la gestion de cette crise? Ah oui, beaucoup, beaucoup de cas, beaucoup d'exemples. Si je me rappelle bien au début, comme je disais, c'était pour moi la phase la plus importante. Là où on travaillait, là où on formait les équipes, le centre de commandement de la lutte contre le Covid au Rwanda, il y avait toujours ces personnes-là qui amenaient une sorte de motivation, une sorte de blague qui fait revenir la vie dans la tension, dans cette pensée de lutter contre le virus, mais quand même nous aussi, on a besoin de vivre, on a besoin d'avoir ce moment de joie. Donc, il y a eu ces personnes-là. Je suis allé dans des districts, district de Rusizi par exemple, c'est l'île il y a l'île qui était dans le district de Rusizi, où on a eu des premiers cas de personnes qui n'avaient même pas voyagé et qui étaient là. Et à Rusizi, j'ai appris beaucoup de choses. J'ai appris qu'avec les agents de santé communautaire qui motivaient, qui voulaient apprendre toute la médecine dans une journée, ils disaient si vous avez appris ça dans 6 ans sans Covid, nous on peut apprendre dans une semaine. On a eu des musiciens dans nos équipes qui chantaient pour tout le monde. On en a toujours dans chaque équipe. Et ces personnes-là sont très précieuses pendant ces moments-là. Et il y a aussi des sportifs. Dans mon bureau, des fois, il y avait des collègues qui venaient, on faisait des compétitions, qui va faire 20 pompages dans 5 secondes, par exemple. Ce genre de petits moments de motivation nous ont aidés et ça reste dans les mémoires souvent. Quand on y pense aujourd'hui, on dit que ça c'était nécessaire. Il fallait faire ça, il fallait faire ce petit jeu qu'on a fait au mois d'avril, au mois de mai. C'est bien ce que Samuel a fait, donc j'apprécie beaucoup. Il faut avoir ces personnes-là chaque fois, même dans les moments difficiles. Vous savez, nous, on aime offrir des cadeaux. Tout à l'heure, on écoutait Samir à Grenoble et à Kigali, un artiste, un grand artiste, il vient de sortir son disque. Alors j'aimerais vous dire à vous, j'aimerais dire à Sophie Rosemont, au docteur Saskia et même à Samir, en tout cas à vous tous qui nous regardiez, qui êtes intervenus dans cette émission, que chez nous, il y a des artistes qui font des choses assez particulières, pas comme les autres. C'est un nouvel album, il vient de sortir, il s'appelle Dunia. Je vous l'offre pour vous dire merci d'avoir pris un peu de votre temps pour venir nous voir par ici à Impact Info. Et si vous voulez avoir une idée de la musique, c'est un doux regard sur un monde trouble, vous savez, avec toutes ces élections dont on parlait, avec toute cette pandémie et tout ce qui ne va pas. En tout cas, nous, on a tenté de faire avec vous un peu de bonheur de celles et ceux qui nous regardaient, j'espère. Et quoi de mieux que de finir en musique après Samir Sami, après Samir Samuel Kamanzi, Dunia. On écoute le 3e titre en Kinyarwanda, Mbese Muraho. C'est la question que je vous ai posée au début. Est-ce que vous allez bien? Mbese Muraho. Mama wajua nilitembea sana na maisha niliyoyaendea. Leo mimi napanguza machozi, leo nimeandika maisha mapya. Mbese Muraho, le 3e titre signé Samuel Kamanzi sur son tout premier EP, son premier album Dunia.
Moi, je ne sais pas comment vous dire merci parce que c'est vrai que j'en reçois des invités. Vous avez été un des plus difficiles à avoir, pas parce que vous ne vouliez pas, mais parce que vous étiez très occupé. Et merci d'avoir ce petit temps que vous venez de nous consacrer, qui est finalement un grand temps. Et j'aimerais dire quelque chose que les gens devraient savoir parce que cela m'a touché particulièrement, c'est que le ministre de la Santé, le docteur Daniel Ngamije, et vous-même, le docteur Sabin Sanzimana, c'est incroyable. Vous êtes parmi les très rares personnes qui répondent à tous les SMS, tous les messages. Et qui rappelait, parce que parfois j'ai eu des appels à 22h, 22h30 parce que vous étiez occupé et que c'était le moment où vous rentriez prendre quelques minutes de repos. Souvent vous me dites, tu sais, il faut qu'on parle et que je retourne au labo. Mais ce qui m'a touché particulièrement, c'est que vous répondez à tous les messages écrits et que vous répondez en tout cas à un maximum d'appels. Et quand vous ne savez pas répondre, vous rappelez plus tard. Vous ne nous faites pas rappeler par vos agents de communication, c'est vous-même qui appelez. Et j'aimerais vraiment que toutes celles et ceux qui nous regardent en ce moment, qui sont stressés, qui sont fatigués, prennent le temps de répondre aux messages et de répondre aux appels ou de rappeler quand on ne peut pas prendre les appels. C'est encore un mérite qui va vers vous et qui va vers le ministre de la Santé, le docteur Daniel Ngamije. Merci beaucoup à vous d'avoir été avec nous. Merci à l'équipe de Weya Media dirigée de main de maître par Séverin Sebahire. Nous avons des amis que vous ne voyez peut-être jamais, mais une fois vous avez vu quelqu'un qui jouait un morceau Perle Rubate à seul ensemble 1, Monsieur Giorgio Fontana, grâce auquel, même si vous ne le voyez pas sur le petit écran, a beaucoup fait. Madame Annie Fontana a énormément fait. Samuel Kamanzi qui nous offrait ce morceau, qui vous offre lui-même ce disque. Samir au CHU de Grenoble, le docteur Saskia à Lausanne et Sophie Rosemont à Paris. Merci à toutes et à tous d'avoir été avec nous. C'était Seul Ensemble 5. Prochain rendez-vous dans quelques jours, ici même sur cette même chaîne. Au revoir.